groupe Médias du Sud et bienvenue à ce bulletin d'information, le sommaire. Paix et sécurité en zone frontalière de la Casamance, la question est au centre des préoccupations du Parlement. Une délégation de 25 députés de différentes commissions de l'Assemblée nationale a bouclé 48 heures de visite de terrain à Ziguinchor. Vous aurez plus de détails dans cette édition avec Cheikh Tidiane Cissé. Et puis, on est loin de la pacification de l'espace scolaire. Le syndicat des inspecteurs en grève depuis des mois a lancé son 4e plan d'action pour contraindre le gouvernement à satisfaire ses revendications. Sur l'international, l'Autriche remplace la Bulgarie à la tête de l'Union européenne pour 6 mois. La question migratoire est au centre des préoccupations. Et en sport, l'Angleterre se qualifie au quart de finale pour la première fois depuis 2006 en dominant la Colombie au tir au but. Vous aurez plus d'informations avec Mafou Kouyaté dans la page des sports. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur les www.gms.sn. Je le disais dans les titres, c'est une délégation de 25 députés et conseillers du président de l'Assemblée nationale qui viennent de boucler 48 heures de réflexion autour des questions de sécurité à Ziguinchor. Un séjour marqué par des visites et échanges sur la question avec les acteurs à la base. Le compte-rendu est signé Cheikh Tidiane Cissé. Membres des commissions défense et sécurité, des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains, ces 25 parlementaires accompagnés de conseillers du président de l'Assemblée nationale et de la directrice de communication de l'institution parlementaire ont 48 heures durant diagnostiqué la situation sécuritaire en zone frontalière. Des visites de proximité, conclaves et autres rencontres tenues à Ziguinchor ont permis à ces représentants du peuple de tirer un bilan satisfaisant de la situation sécuritaire en Casamance. On est satisfait quand même de voir une région dans une accalmie, n'est-ce pas, totale. Ce qu'on craignait, vraiment, on voit que la Casamance est stable. Nous l'avons vu. Et nous avons eu à visiter nos forces de défense et de sécurité dans les zones où elles se trouvent. On a été voir le gouverneur, il nous a rassurés de la paix qui prévaut quand même en Casamance. Et vraiment, nos forces de défense et de sécurité qu'on a trouvées méritent beaucoup plus de considération. On sait aujourd'hui que le président de la République a beaucoup fait pour eux, mais qu'il continue quand même dans cette dynamique. Nous allons repartir avec un ensemble d'informations qui va nous permettre de porter le plaidoyer pour le renforcement des moyens mis à la disposition de l'armée, mais aussi pour plus d'infrastructures au niveau de cette zone de la Casamance. Parce que nous savons en fait qu'on ne peut pas assurer la sécurité si les besoins des populations ne sont pas pris en charge. La question du déminage de la région a aussi été une préoccupation de ces parlementaires qui rassurent quant à une probable reprise des opérations de déminage humanitaire. Il y a un déminage, je ne sais pas, humanitaire. Ce sont les ONG qui prennent ça en charge. Je pense qu'aujourd'hui, il urge de contacter encore les ONG pour que cette opération de déminage puisse continuer. Et aussi, au niveau de l'armée, je pense que du fait que notre pays a signé la convention de l'Ottawa, ça va continuer. Et du fait que aussi, eux qui détiennent, nos combattants qui détiennent quand même les plans de mines installés dans leur cantonnement, puissent aussi faire preuve de compréhension, parce qu'ils parlent maintenant de paix, nos combattants, que je salue au passage, qui sont là présents et qui font beaucoup quand même actes de compréhension et de volonté pour que la paix revienne définitivement dans cette belle région. Que dire alors de l'approche transfrontalière nécessaire pour une réponse efficace à la problématique de la sécurité? Nous avons tout le temps fait des links avec les autres parlements et je pense que la Commission Défense et Sécurité va entrer en contact avec les parlements de ces pays frontaliers pour discuter avec eux et qu'ensemble nous allions effectivement vers la résolution de ces problèmes-là qui se posent au niveau de nos frontières. Ce sont donc une vingtaine de parlementaires qui partent de Ziguinchor
très satisfaits de la collaboration des acteurs locaux dans la réalisation des objectifs de leur mission. Nous y restons. Le gouverneur de Ziguinchor, qui a reçu la délégation des parlementaires venus s'enquérir de la situation de la sécurité frontalière, a eu du mal à cacher sa satisfaction dans une telle démarche. Suivons la réaction de Guédi Diouf au micro de Cheikh Tidiane Cissé toujours. La région de Ziguinchor qui a été choisie pour abriter cet atelier, si on peut dire, répond aux normes. Dans la mesure où c'est une région qui est située entre deux pays, on peut dire qu'il y a des frontières avec la Guinée-Bissau et la Gambie. Donc parler de sécurité dans les zones frontières ici à Ziguinchor n'est pas fortuit. Donc je voudrais remercier Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale et à travers elle, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le doyen Moustapha Niasse, pour l'implication effective de l'Assemblée nationale dans la recherche ou dans la sécurité au niveau des frontières. C'est vrai, l'Assemblée nationale joue un rôle important en matière de défense et de sécurité. Mais l'implication personnelle des députés à travers cette forte délégation, quelqu'un l'a dit, il est rare de voir une délégation parlementaire aussi forte que celle-là. Cela justifie ou traduit l'importance que vous, parlementaires, vous accordez à aux questions de sécurité, mais aussi l'intérêt que vous accordez à la région de Ziguinchor et au-delà à la région naturelle de la Casamance. Je voudrais pour cela vous remercier et vous encourager à continuer à travailler pour la recherche de la sécurité, mais aussi de la paix définitive ici en Casamance. Parlons éducation à présent. La section locale du syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale du Sénégal a fait face à la presse ce mardi. Les inspecteurs qui ont lancé leur 4e plan d'action pour la période du 25 juin au 7 juillet 2018 ne comptent pas desserrer l'étau face aux autorités qui semblent faire la sourde oreille. Quant à leurs revendications, Eladj Tiendé Lafal est le coordonnateur régional du syndicat des inspecteurs locaux ici à Ziguinchor. Il est au micro de Maïmounaba. Suite au moment de grève décrété par notre syndicat et qui vient vraiment de durer, et jusque-là, les autorités daignent à réagir. C'est pour ça que nous avons donc convoqué ce point de presse pour donc informer l'opinion de la situation actuelle. On est au 4e plan d'action qui a été déroulé depuis le 25 dernier et qui se poursuivra les 5, 6 et 7 juillet prochains. Il se décline en 3 points. D'abord, il y a la poursuite du gel des examens professionnels, de l'élément du préscolaire au moins secondaire en passant par l'élémentaire et l'enseignement professionnel. Mais également le gel de tout ce qui est activité relative à la supervision des élèves maîtres au niveau des écoles d'application, mais également tout ce qui est encadrement et contrôle assuré par les inspecteurs qui sont au niveau des IEF, mais également au niveau des institutions d'académie. Les meilleures conditions de travail et d'existence. Vous n'êtes pas sans savoir que dès le contrôle de l'administration sénégalaise, les inspecteurs de l'éducation nationale sont les moins lésés, sont les plus lésés, sont les moins lotis, comparativement à leurs collègues qui sont dans les autres secteurs. C'est pourquoi nous combattons cette injustice qui nous est donc réservée et qui ne saurait prospérer. À Bignona, pour la 3e fois, l'inspection de l'éducation et de la formation a organisé la fête de l'excellence destinée aux élèves, enseignants et établissements qui ont fait les meilleures performances. Une part belle a été réservée à l'enseignement des sciences. Le compte-rendu est signé Lamine Badiane.
Dans son ambition perpétuelle d'atteindre l'excellence, l'UF de Bignona 1 a organisé la 3e édition de la fête de l'excellence. Nous avions un challenge cette année. Il s'agissait pour nous, malgré les perturbations de cette année, nous avons tenu à organiser la journée de l'excellence avant la fin de l'année scolaire. C'était un challenge que nous avons su relever. Il faut s'en féliciter. Le thème retenu cette année est la promotion de l'enseignement et l'apprentissage des sciences, des mathématiques, du numérique et de l'entrepreneuriat. La fête de l'excellence est une des stratégies retenues pour attirer les apprenants vers ces filières. L'évaluation du paquet financement initial a montré que sur les 6 indicateurs, il y a un indicateur qui n'est pas atteint aujourd'hui. C'est le nombre d'élèves inscrits en seconde dans les filières scientifiques en S1 et en S2. Nous avons pris sur nous de proposer ce thème à la réflexion des différents acteurs pour que, au niveau local, nous voyions ensemble qu'est-ce qu'il est possible de faire. Les élèves, eux, n'en demandent pas moins car voulant être au même niveau que leurs camarades des autres localités. Je dirais aux filles qui me suivent de persévérer dans les études. C'est un peu difficile parfois d'être en S, c'est vrai, mais bon, la vie n'est pas rose. Il y a toujours quelques difficultés sur chaque parcours. Et il suffit juste de le vouloir pour pouvoir être en S. C'est pas difficile, c'est juste qu'il faut savoir se sacrifier. Les enseignants à la retraite ont également été primés en guise de reconnaissance pour services rendus à l'éducation et à la nation. Et c'est tout un honneur pour eux d'être montrés en exemple. Comme on avait dit tantôt, pour pouvoir penser à l'excellence, il faut d'abord se former. Donc les jeunes, on leur demande de se former. La formation n'a pas d'âge. Donc nous voulons que dans le concert des nations qui ont des excellents, que le Bignona soit présent, que le Sénégal soit présent. Le parrain de cette édition est Mamina Dafé, coordinateur national du PRODAC, et l'honneur est revenu à Seynabou Tamba, deuxième vice-présidente du conseil départemental de Bignona, par ailleurs professeur à la maison d'éducation Mariamaba Dogoré, choisie comme marraine. Tous les deux sont des exemples à présenter aux plus jeunes en tant que scientifiques, mais aussi pour leur réussite dans la vie. Toujours dans la capitale du FONI, le taux d'orientation des élèves dans les séries scientifiques est encore très faible. C'est pour cette raison que l'inspecteur de l'enseignement et de la formation de Bignona 1 compte développer des stratégies pour renverser la tendance. Issa Dior, inspecteur de l'IF, que je vous propose d'écouter au micro de Lamine Badian toujours. 5 élèves seulement à Bignona, c'est une situation qui interpelle tout le monde. Et au-delà de cette interpellation, maintenant, il nous faut nous engager et aller dans le sens, comme nous l'avons dit, dans un élan commun, en partenariat avec les maires, avec également les personnalités qui sont nombreuses dans le département, comme le parrain, à mettre en place un dispositif pour accompagner très tôt, à partir de l'élémentaire, les élèves. Il est possible aujourd'hui, dans une commune, de monter un dispositif de cours de soutien que des professeurs pourraient, disons, gérer pour accompagner ces élèves-là. Donc c'est des initiatives comme ça qu'il va falloir que nous prenions pour vraiment que cette insuffisance-là trouve une solution, une issue heureuse. Et c'est une invite, je l'ai déjà dit,
C'est une invite à l'endroit de tous les familles d'acteurs du département de Bignona, de l'IAF de Bignona 1, de l'IAF de Bignona 2. Nous sommes dans un département. Il est vrai, avec 2 services, mais les défis nous interpellent. Et donc, il nous faut aller dans ce sens-là. Et nous pensons que si ces dispositifs-là sont mis en branle, nous trouverons des solutions. Dans la rubrique santé, nous parlerons des bienfaits de la mangue avec Rokhaya Bey comme chaque mercredi. Mercredi 4 juillet 2018, bienvenue dans votre rubrique santé. La rubrique santé s'intéresse aujourd'hui aux bienfaits de la mangue. En plus d'être non seulement délicieuse, la mangue est pleine de nutriments avec un apport particulièrement important en vitamines A et C, mais aussi en autres vitamines, en minéraux, en fibres et en eau. La mangue contient de nombreux antioxydants qui jouent un rôle contre le cancer. Ainsi, sa haute teneur en polyphénol permet de combattre les radicaux libres et de protéger les cellules du corps contre les dommages qu'ils pourraient provoquer. Cela permet d'éviter certains cancers, dont le cancer du sein et du côlon. D'autres antioxydants que l'on retrouve dans le fruit, comme la vitamine C, aident également à lutter contre le développement de plusieurs cancers comme le cancer de la prostate en contrant la croissance des cellules cancéreuses. Un autre de ses composants, la pectine, participe aussi à la lutte contre le développement du cancer de la prostate. La mangue est riche en vitamine A, une vitamine très bénéfique pour nos yeux. Une tasse de tranche de mangue équivaut à environ 30% de nos besoins journaliers en vitamine A. Celle-ci aide à garder une bonne vue et à éviter d'avoir les yeux secs. Riche en fibres, notamment en pectine, la mangue aide à réduire le risque de souffrir une maladie cardiaque. C'est d'autant plus vrai qu'elle a aussi un effet très bénéfique sur la tension artérielle. En effet, le potassium et le magnésium qu'elle contient aident à réguler le rythme cardiaque et maintenir la pression artérielle à des niveaux normaux. Elle peut donc aider ceux qui souffrent d'hypertension à diminuer leur tension artérielle. Les feuilles de mangue sont très efficaces pour réguler le taux d'insuline dans le sang. Pour cela, faites bouillir une dizaine de feuilles de manguier et laissez reposer le tout pendant la nuit. Le matin, filtrez le mélange et buvez la boisson obtenue avant de prendre votre petit déjeuner. Répétez régulièrement. Grâce à la vitamine A et C qu'elle renferme, la mangue participe à la production de collagène. Or, en protégeant les vaisseaux sanguins et en maintenant les tissus du corps en bonne santé, le collagène aide la peau à rester ferme et donc à ralentir son vieillissement. De plus, la mangue aide à protéger la peau contre les rayons UV qui participent aussi à son vieillissement. En plus de lutter contre le vieillissement cutané, la mangue aide aussi à nettoyer le visage en profondeur et donc à lutter contre l'acné. Pour cela, il faut se faire un masque à la mangue, coupé en des tranches et appliquez-les sur votre visage pendant 10 à 15 minutes avant de rincer. La pulpe de la mangue aidera à ouvrir les pores obstrués et à les déboucher. Or, ce sont ces pores qui provoquent l'acné. D'une part, les fibres solubles que l'on retrouve dans sa composition aident à faciliter la digestion et l'élimination des aliments. D'autre part, elle contient des enzymes digestives qui aident à digérer les protéines en participant à leur décomposition. Résultat, la mangue est un très bon allié contre la constipation, l'indigestion, l'accès d'acidité et les hémorroïdes. Très riche en fer, la mangue aide à lutter contre l'anémie et à réduire la fatigue. Elle est donc recommandée aux personnes qui sont exposées à des carences en fer, telles que les femmes enceintes et les femmes en période de post-ménopause. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est donné la semaine prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous.
Nous passons à présent à l'actualité internationale présentée en bref et en images avec l'Autriche qui remplace la Bulgarie à la tête de l'Union européenne. Le président français s'est rendu dans une salle de concert de Lagos au Nigeria au lieu de l'afrobeat contestataire. Il faut donner à voir la vitalité de la culture africaine dont le Nigeria est une vitrine, a déclaré le président français. En Autriche, le chancelier autrichien Sébastien Kurz a présenté ce lundi devant le Parlement européen de Strasbourg les priorités de la présidence tournante de l'Union européenne. L'Autriche a pris le relais de la Bulgarie pour 6 mois pour le chef du gouvernement conservateur et ses alliés d'extrême droite. La question migratoire figure sans surprise en tête de l'agenda. Et enfin, en France, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver le braqueur multirécidiviste Redouane Faïd après son évasion spectaculaire par l'hélicoptère dimanche de la maison d'arrêt de Réau près de Paris. Une mission d'inspection a débuté dans cette prison moderne pour tenter de comprendre comment ce détenu très médiatique qui s'est déjà évadé en 2013 d'une prison a pu récidiver. Une centaine de policiers spécialisés traquent le fugitif et ses complices qui ont minutieusement préparé cette opération. L'hélicoptère s'est posé dans la cour d'honneur de la prison. L'opération n'a duré que quelques minutes et l'hélicoptère a été retrouvé à une 60aine de kilomètres de la prison. Plus tard, les policiers retrouveront également un véhicule blanc emprunté par le fugitif et ses complices. Criminel médiatique, Redouane Faïd s'était fait un nom en 2010 en publiant un livre pour raconter son expérience de braqueur. Il purge une peine de 25 ans pour un braquage raté au cours duquel un policier avait trouvé la mort. Je le disais dans les titres, dans la page des sports, l'Angleterre qui se qualifie au quart de finale pour la première fois depuis 2006. Les détails avec Mafou Kouyaté dans cette page sportive. Merci et bienvenue dans cette page sport. Le départ de Cristiano Ronaldo se précise. À en croire la télévision espagnole. Le Real Madrid se serait entendu avec la Juventus Turin pour laisser partir le quintuple Ballon d'Or pour 100 millions d'euros. Maintes fois évoqué depuis des années, le transfert de Cristiano Ronaldo prend forme. Et contrairement aux rumeurs qu'il envoyait préférentiellement au Paris Saint-Germain ou à Manchester United, c'est finalement à la Juventus Turin que le Portugais devrait écrire la suite de sa carrière. Son transfert à la vieille dame envisagé depuis ce week-end ne ferait plus aucun doute. Pouvait-il en être autrement? Le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus Turin semblant désormais entendu, la quête de son successeur mène nécessairement au Paris Saint-Germain. Pour le quotidien madrilène, il ne fait en effet désormais aucun doute que le club merengue va tenter de débaucher l'une des vedettes du Paris Saint-Germain, Neymar ou Mbappé. En Coupe du Monde de football, la Suède verra les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Ce mardi à Saint-Pétersbourg, les joueurs de Jan Andersson sont venus à bout de la Suisse 1-0. Un but inscrit par Emil Forsberg en seconde période 66e a suffi aux Suédois pour faire la différence. Ils affronteront l'Angleterre. L'Angleterre, en sortant la Colombie à l'issue des tirs au but, 4 tirs sur 3 après un but partout, mardi soir à Moscou, complète le tableau des quarts de finale de la Coupe du Monde et retrouvera la Suède samedi prochain à Samara. Mais Sri Lions comme Cafeteros ont livré un bien triste spectacle pendant le temps réglementaire pour finalement se réveiller quelque peu en prolongation. À l'issue des 8e de finale de la Coupe du Monde, les équipes qualifiées sont les suivantes. France, Uruguay, Russie, Croatie, Brésil, Belgique, Suède et Angleterre. Les équipes éliminées, Argentine, Portugal, Espagne, Danemark, Mexique, Japon, Suisse et Colombie. Pour ce qui est des quarts de finale du mondial qui démarre vendredi, à 14 h, France jouera contre l'Uruguay et à 18 h, Brésil fera face à la Belgique. Samedi 7 juillet, à 14 h, Suède jouera contre l'Angleterre et à 18 h, Croatie fera face à la Russie. La revue des quotidiens parue ce 4 juillet 2018 nous est présentée par Maïmounaba.
Bienvenue à tous à votre revue de presse de ce mercredi 4 juillet 2018. Le Soleil et le quotidien LAS annoncent que le Conseil constitutionnel a rejeté le recours de l'opposition contre la loi sur le parrainage électoral. Une information qui semble avoir échappé à la plupart des journaux de la livraison de mercredi, principalement intéressés par la réaction du Parti démocratique sénégalais à une probable exclusion de Karim Wade de la prochaine présidentielle de février 2019. Le Conseil constitutionnel a rejeté hier le recours en inconstitutionnalité de la loi numéro 21/2018 du 18 juin 2018 portant modification de la loi numéro 2017 du 18 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi numéro 2014 du 16 avril 2014 portant code électoral, annonce Le Soleil. Il rappelle que cette enquête en annulation avait été portée par plusieurs députés dont Mamadou Lamine Diallo, Madi Kenya et Moustapha Guirassy. Ils ont estimé que la loi viole la Constitution, mais le Conseil constitutionnel, dans son arrêté, juge que les dispositions des articles L132 et L138 de la loi adoptée par l'Assemblée nationale sont conformes à la constitutionnelle, rapporte Le Soleil. S'y ajoute que les 7 sages estiment par ailleurs que les autres dispositions de la loi adoptée sous le numéro 2218 ne sont pas contraires à la Constitution, indique le journal. Ousmane Sonko et compagnie vont devoir se résigner ou aller voir une autre juridiction supranationale pour espérer obtenir gain de cause, poursuit le quotidien LAS. Pour le reste, les quotidiens qui guettaient la réaction du Parti démocratique sénégalais après le rejet de l'inscription sur les listes électorales provisoires de son candidat à la présidentielle prochaine ne semblent en avoir que le PDS et Karim Wade. Face à la presse hier mardi, le PDS a rejeté les propos du directeur de la formation et de la communication de la Direction générale des élections et déclare Karim Wade définitivement inscrit sur les listes électorales, rapporte l'Observateur. Celui-ci stipule ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale les individus condamnés pour crime, se condamner à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à 1 mois assortie d'une amende pour l'un des délits suivants: vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d'influence, contrefaçon et de manière générale pour l'un des délits passibles d'une peine supérieure à 5 ans de prison. N'empêche, le PDS exclut une présidentielle sans Karim Wade en 2019, reprend Walf Populi, reprenant des déclarations du secrétaire général adjoint de la formation créée par l'ancien président Abdoulaye Wade. Si Macky Sall radie notre candidat, on va le radier, dit Oumar Sarr, reprenant un mot d'ordre du PDS qui fait valoir que Karim Wade n'a perdu aucun de ses droits. Il est même définitivement inscrit sur la liste électorale, du point de vue de responsables du PDS cités par le journal Le Quotidien. Pire, selon Tribune, le PDS annonce un 13 juillet de feu en allusion à une série de manifestations que la formation politique compte organiser à partir de cette date qui va marquer le début d'une résistance permanente et ordonnée contre un système d'oppression. Sud Quotidien, le quotidien constate que pouvoir et opposition se retrouvent à nouveau à couteau tiré, le rejet de la demande d'inscription de Karim Wade divisant tout naturellement la classe politique. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.